Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un blitz niveau 1800. On va essayer de rejouer, on me le demande, donc on va essayer de rejouer un système de Londres. Alors notre adversaire a commencé avec cavalier f6, vous savez que c'est pas ce que je porte dans mon cœur, mais ensuite quand je vois d5 arriver, là on peut jouer e3 avec confiance. Voilà. On peut avoir un joueur de Grunfeld, un joueur de Gambit dame refusé, donc e6 c'est vraiment le coup qu'on veut obtenir. Alors ici bien sûr, si on veut le jouer en système, on peut bien sûr, mais il y a quand même des ordres de coups qui peuvent être intéressants. Ici, j'aime bien jouer le cavalier en premier, cavalier B en D2. Ça évite ensuite certaines variantes où on va faire C3 et le pion B va être attaqué. Donc ici, ça c'est ce qu'on trouve de plus en plus. Vous pouvez revoir les vidéos que j'ai faites sur le système de Londres. Ici, on a plusieurs stratégies. Soit on laisse, soit on prend, soit on recule. Si on recule, on veut garder quelque chose de plus tactique. Échanger le bon fou de l'adversaire contre son mauvais, bah, c'est intéressant. Et puis le laisser prendre sur F4, ça vient contrôler une fois supplémentaire à case E5, et ça peut être intéressant. Là ici, notre adversaire nous ouvre la colonne H, donc on a tout de suite des envies d'attaque sur la colonne H. Cavalier E4. Cavalier E4. C'est un peu surprenant quand même. Donc ici, bien sûr, on peut prendre et ensuite, bah, dame G4 attaque le pion G plus le pion E. Ça semble déjà intéressant. Ça semble déjà intéressant ici. J'attaque deux pions faibles. F5, bah, ça serait juste catastrophique avec l'ouverture de la colonne. On n'a même pas d'échec sur les cases noires ici, comme on peut l'avoir parfois. Donc ici, bon, ça sent plutôt bon. Ok. Est-ce qu'il y a une entourloupe ici? En tous les cas, la prise du pion, il peut difficilement jouer le fou maintenant. Et ensuite, je viens faire une deuxième attaque sur H7. Donc ça, c'est plutôt correct. On a toujours des possibilités sur cavalier C6 de faire fou B5. Ok. On a plusieurs coups de développement ici. J'ai pas envie de donner tout de suite. Si je fais fou B5, il pourrait contrer avec C6. Je perdrai un tempo. Sur grand roc, il faut que je fasse attention à la protection de ce pion. Donc, cavalier C3 semble un coup de développement normal. Et maintenant fou B5 également, un coup complètement normal. Il va être obligé de faire fou D7 ici. Même si je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant, fou B5. Fou D7 de toute façon c'est ce qu'il va vouloir jouer. Pour l'instant il ne peut pas jouer B6. Grand roc semble intéressant ici aussi. Hein. Voilà. Pas peur du tout des pions. Je suis en avance sur mon attaque de toute manière. Je pourrais faire des échanges. Allez, on va faire grand roc. Même ici, parfois, l'ouverture de la colonne C, bah, ça va lui donner du contre-jeu. Donc, souvent, j'entends j'ai les pions doublés. Oui, effectivement, les pions doublés, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche ici, dans cette position. Par contre, ça a l'air déjà plus intéressant. Avec le roi qui est resté au centre. Si je joue D6, où est-ce qu'il peut mettre le cavalier? Pas beaucoup de cases. Hein. J'ai un échange central, ça c'est toujours intéressant. Ok, là on peut regarder. Cavalier. Donc cavalier A5, il a le mérite de défendre ici. Prise du pion. Et puis on voit bien des petits trucs comme ça sur des échecs. Et puis quoi qu'il arrive, si j'en ai besoin, je serai toujours en capacité de, s'il fait petit roc, de créer une menace de mat avec l'échange des dames. Ça me permettra de ramener le cavalier. Donc ça, je pense que j'ai aucun souci. Donc je peux me permettre d'ouvrir le centre ici. Pas de problème sur case noire avec la dame, le fou a disparu, le cavalier vient sur une case noire, donc il attaque les cases blanches. Je
pas vraiment de soucis de ce côté-là. Donc sur cavalier A5 hein, qui défend plus tard, on ne peut pas reprendre du fou. Voilà, ça c'était la difficulté pour lui. Ok. Alors ça c'était prévisible. Seulement je viens attaquer, je peux même gagner un tempo sur échec. Ça semble étrange hein, quand même. Alors j'ai moyen aussi de développer une pièce avec tempo. Et ensuite il va sur case noire, j'échange les dames. Même s'il protège avec le roi, de toute façon j'aurai dame sur échec. Ainsi par exemple je viens ici, il faut faire attention à l'élimination de défenseur, mais je prendrai sur échec, donc j'ai pas un vrai problème ici. Mais je pense quand même que sortir la pièce avec gain de temps, pour notre adversaire, ça va quand même être difficile. J'avais un autre coup aussi. C'est pas forcément bon. Donc là ici deux pions, je sais que les finales sont intéressantes, j'ai l'ouverture de la colonne H. L'échange paraît correct ici. C'est souvent une question qu'on doit se poser. Est-ce que je garde mes pièces pour attaquer, là, vu que j'ai deux unités supplémentaires, ou est-ce que je glisse tranquillement vers la finale? Je vais glisser tranquillement vers la finale. Un 7 contre 5, je sais gagner, de toute manière. Je regagne le fou, mais de toute façon, ce genre de petite de case est très intéressante. Il va pas pouvoir revenir avec le fou, donc... Donc voilà, l'invasion de la 7ème, ça c'est... ça va être quand même problématique. Le roi qui se balade. J'ai déjà des petits échecs, faut regarder de temps en temps si je peux pas mater au milieu de l'échiquier, hein, ça arrive. D'ailleurs si je pousse, ça c'est tisser un réseau de mat. Hein. Si je pousse F4, j'ai une menace de suite de mat. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Ok, de toute façon mon fou est aussi bien placé. En B3, voilà, là ça commence à être chaud pour lui. Je vois pas comment il va parer la menace de mat ici. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire sur le temps de l'adversaire. Checker les menaces de mat là, il va peut-être attaquer la tour. Parce que vous réfléchissez au tableau de maths, et ensuite, en fait, si ça se présente, bah, vous avez gagné du temps sur l'attaque. Hein. Donc là, ici. Bon, c'est pas très bien défendu, on va dire, hein, quand même. On va regarder quand même ce qui se passe à l'analyse de cette partie. Allez, nous voici sur l'analyse de cette position. Bon, bah, zéro erreur, zéro imprécision, zéro gaffe. Mais c'est normal quand l'adversaire nous donne du matériel et qu'on est, par exemple, à plus 4, plus 5, même si on fait une erreur de plus 1 ou moins 1, qu'on ne joue pas le plus efficace, on est quand même avec une précision honnête. Donc là, c'est 95% de précision, je crois, ouais, c'est ça, 94 avec 17 de perte en centipion. Ça n'a pas vraiment de valeur, la précision. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est savoir au moment charnière, est-ce que j'ai joué les bons coups. Ça, c'est le plus intéressant. D4 cavalier F6, comme je vous le disais, sur D5, ok, il y a zéro souci, c'est vraiment le moins pénible pour les blancs. Alors cavalier BD2, hein, le système de l'ombre, ça j'en ai parlé hein, sur les vidéos. Les blancs n'ont pas mieux hein, que l'égalité. Enfin, si les noirs jouent bien, on garde pas de manière durable notre avantage de début hein, avec le système de Londres. Hein, mais on a vraiment une position solide et des positions qu'on connaît. D6, on revient sur cette stratégie. Maintenant, je pense que on le voit dans beaucoup de vidéos. Donc la première, c'est on peut prendre. Ça, c'est correct. Forcément, c'est correct du point de vue stratégique. Même s'il vient renforcer le centre. Et au final, comme il va pouvoir jouer E5, ce fou va jouer. Donc ça, c'est une possibilité stratégiquement correcte. L'autre stratégie, c'est de laisser
le fou, on met le cavalier, et sur la prise ici, il y a un renforcement de la case de 5. Et si un jour il vient jouer F6 pour déloger le cavalier, eh bien ça sera E6 qui est faible. Donc ça, stratégiquement, ça a été joué, ce genre de plan par Carlsen, lorsqu'il l'a joué plusieurs fois. Fou G3, on tente en fait l'adversaire, hein, de se dire, tiens, bah vas-y, prends. Bon, il le fait. L'avantage c'est plus 0,3, on n'est pas à l'avantage de plus 10, mais en fait on a déjà notre plan, c'est ça qui est intéressant. On a déjà notre planification. Et lui, il faut absolument qu'il contre-attaque au centre, hein. Donc cavalier E4, ça vient bafouer les principes fondamentaux du jeu. On ne joue pas plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture, donc il a joué le fou, il me l'a échangé pour améliorer ma position, il amène le cavalier et il échange pour améliorer ma position. Donc là, bah, dame G4, qui est un thème classique quand même dans le système de Londres. Le fou de case noire a disparu, on attaque sur les 2 cases, donc ça commence à être difficile. Jusque là, tout est ok. G6, la petite menace, mais ça, faut faire vraiment attention. Bon, là, j'aurais pris, bien sûr, mais de temps en temps, aller chercher le pion, ça peut aussi lui donner du contre-jeu, donc faut faire gaffe de temps en temps. Ici, premier point où j'ai quand même un petit peu réfléchi, quel plan je vais installer ici. Je suis parti sur cavalier F3, j'aurais pu faire grand roc de suite. Mais au final, en faisant cavalier F6, grand roc, j'obtiens une position plus que satisfaisante. Donc fou D7. Forcément, on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Mais le problème, c'est que un grand roc ici, c'est juste pas possible, c'est côté cimetière quelque part. Donc le plan peut-être, ouais, dame E7. Dame E7 était un petit peu plus... pardon. Dame E7 un petit peu plus intéressant. A3, il faut quand même éviter quelques petites attaques sur case noire du côté de l'aile dame. Voilà. Et puis chacun va attaquer de son côté. Mais je suis déjà en avance en fait avec la tour, comme je l'ai dit pendant la partie. D5, ça aussi c'est très important. Ici j'ai qu'un pion d'avance. J'ai mes pièces qui sont bien positionnées, j'ai mon roi à l'abri. Lui il a son roi au centre. Donc forcément c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on éclate le centre? Il faut faire attention que ça ne soit pas avec effet boomerang. Ici, forcément, il va y avoir forcément il y a une attaque à pareil en X sur le fou. Le cavalier va être hors jeu. On a le vis-à-vis qui est toujours très très gênant ici. Donc voilà, tactiquement, on voit que ça sent bon. 2-3 calculs pour s'assurer que le cavalier en A5, c'était pas correct, où il n'y a pas de menace particulière. Ici, bien sûr, juste, voilà, c'est pris, donc il n'y a pas de problème ici. Cavalier E7, D prend E6. Il faut absolument qu'il prenne ici. Même si ça va lui créer d'autres problèmes, mais là, attaquer juste la dame alors qu'on a un échec intermédiaire, voilà, c'est juste catastrophique. Prise ici. Fou C4 échec. Alors ici, j'en ai parlé. Voilà, ça c'était plus fort. C'est-à-dire qu'ici, je garde mes pièces. Je garde mes pièces pour attaquer. Et ici, bah, ça devient tout de suite compliqué. Fou G7 prise. Et en fait, j'ai l'invasion de la 7ème. Et ça, tout de suite, même le fou, plus tard, il pouvait venir en C4. Donc ça, c'est quand même un coup que j'aurais dû checker parce que c'est un échec. Et ensuite, il vient enlever une des pièces les plus pénibles, on va dire, les mieux positionnées de l'adversaire, quoi. Alors que mon fou va revenir. Donc ça, ici, ce cavalier, c'est intéressant. Bon, fou C4 pose pas de problème, comme je vous l'ai dit, on passe de plus 0,8 à plus 7. C'est la raison pour laquelle on me donne de la précision, mais quand même, ici, cavalier E5 est plus précis. Et il faut toujours essayer de se cantonner et chercher le coup le plus précis. Donc ici, j'en ai parlé. On a du matériel de plus, donc 2 pions. La vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on continue à attaquer? Comme on a 2 unités supplémentaires, bah, notre attaque a plus de chances d'aboutir, puis les échanges vont venir naturellement, ou on change. Ici, j'ai pas de problème sur cette finale. Il y a vraiment zéro souci. Le fou ne peut pas jouer. Il croque le pion, ok, mais en fait, au final, bah, pas de case. Il aurait pu revenir ici, mais là, il va y avoir l'enfilade qui va être dangereuse. Donc, bon, bah, il vient contrôler, seulement ici. Ça ne m'empêche pas de rentrer sur la 7ème. Ici, il faut faire de la planification après, hein, prise sur la 7ème. Et comme je vous l'ai dit, sur le temps de l'adversaire, c'est très intéressant d'essayer de voir les tableaux de maths. Voilà. On se dit, tiens, j'ai échec. Seulement lui, il a des cases de fuite. Eh bien, on voit qu'F4 contrôle les cases de fuite. Donc ça, vous le gardez dans un point de votre tête. Et sur la prise ici, bah, bien sûr, il m'aide. Parce que je sais que je vais pouvoir jouer le coup que j'ai envie de jouer avec gain de temps sur le cavalier. Donc j'enlève mon fou, qui est très bien positionné sur une diagonale magnifique. Ça va tomber. Ça va tomber à terme. Donc ça, c'est justement la position. Donc B6.
F4, et là il doit perdre le cavalier, hein. Il doit donner le cavalier, c'est clair. Et puis il clique un petit peu au hasard, hein. C'est-à-dire que là, après, bon, il y a le fait d'être démoralisé aussi, qu'on voit pas forcément les menaces, mais ici c'était quand même relativement assez clair. Donc tableau de maths, comme je vous l'ai dit, on peut, quand on a un roi qui se balade, voilà, ça, au milieu de l'échiquier, il peut y avoir des tableaux de maths. Et ici, c'en était un. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a donné encore envie de jouer le système de Londres. Bon, une partie, bon, si, bon, voilà, en tous les cas, souvent on me dit, voilà, qu'est-ce que je joue comme ouverture, mon adversaire est quand même 1800. Ça doit représenter 1400, je pense, 1400, 1500, peut-être sur l'échiquier en 3D. Voilà, donc c'est un système solide, c'est pas le meilleur, même si on a vu Dignan le jouer pendant le championnat du monde et puis MVL. En tous les cas, ici, une partie intéressante, et il ne faut pas se démobiliser, et il ne faut pas penser que la partie va se gagner toute seule. On cherche à améliorer la position de ses pièces, planifier, etc. etc. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que toutes les vidéos sont référencées par thème sur le site internet www.chessrunner2000.com. Pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à faire un don à la chaîne, hein. Il doit y avoir ce qu'il faut en description de la vidéo. Ça m'aide, comme je le dis à chaque fois, à racheter un petit peu de matériel. Là, je suis en train de préparer des vidéos encore un petit peu plus construites pour continuer le travail qu'on avait commencé sur les structures de pions. Et puis d'autres petites choses sur les évolutions du système de Londres. Donc on regardera tout ça ensemble. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis soyez courageux, travaillez bien et puis à bientôt. Ciao, ciao.